Bonjour à toutes et bonjour à toutes si vous nous retrouvez. C'est fait en France, la télé par Origine France garantie. On est en direct depuis le salon du Made in France, le MIF Expo à la porte de Versailles. C'est au hall 3 et c'est jusque dimanche 18h. Plus de 1000 exposants vous attendent et vous êtes déjà très nombreux pour cette première matinée de MIF Expo et ça nous fait tellement chaud au cœur. Merci d'être avec nous. C'est une tradition de faire, durant cette première journée, un focus sur l'artisanat avec la CMA, la Chambre des métiers de l'artisanat. Joël Fourny, on va le retrouver ce soir pour les Grands Prix du Made in France. Mais c'est un temps fort de ce salon pour les visiteurs, c'est d'aller voir le village de l'artisanat, un pavillon complet. Qui vraiment met en avant chacun des artisans de tous nos territoires français, que ce soit en métropole, mais aussi bien plus loin, parce que la France, elle rayonne à travers le monde et elle s'active à travers le monde. J'ai le bonheur d'avoir deux artisans pour le moment avec moi, mais on n'est pas à l'abri que d'autres nous rejoignent d'ici la fin de cette émission. Julien Caradan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est une reconversion pour vous. Vous avez fait une reconversion pour vous lancer dans l'horlogerie. Oui, tout à fait. C'est une reconversion. J'étais ingénieur dans le ferroviaire et j'ai repassé un CAP d'horlogerie pour créer ensuite mon atelier d'horlogerie. En face de vous, on va en parler dans quelques instants, Alexandre Zulik. Bonjour. Bonjour Anthony. Merci d'être avec nous. Grand Est, Ardennes. C'est ça, exactement. Alors, c'est de l'artisanat, mais c'est aussi du patrimoine vivant, puisque c'est labellisé EPV. Effectivement, notre brasserie existe depuis plus de 200 ans. On a été fondé en 1822. On est labellisé en patrimoine vivant. Je sais. Et ces manufactures brosses et pinceaux, c'est ce que l'on voit là. J'ai ramené quelques articles effectivement qui présentent un petit peu ce qu'on peut faire, qui vont balayer différents domaines et différents univers. On va voir l'univers de la décoration et de la peinture avec ce coffret par exemple. Et là sur le côté on va voir des univers qui touchent plus à la maison, la pâtisserie, le blaireau de rasage pour le soin du corps, une brosse à champignons et à légumes et une brosse un petit peu à tout faire pour dépoussiérer. Voilà. Et on va pouvoir peut-être tester. Moi, j'ai envie de toucher. Si tu veux. J'ai vu tout à l'heure plein de belles choses, Alexandre. Julien, je le disais en introduction, une reconversion, elle s'est faite à quel moment ? Est-ce que vous faisiez partie de cet éveil pendant la crise Covid, de se dire, il faut que je donne du sens à ma carrière, mon quotidien, ou rien à voir, c'était l'appel de l'horlogerie? Non, c'était pré-Covid. Je travaillais d'ailleurs pas si loin que ça à Issy-les-Moulineaux. Et en fait, j'étais arrivé au bout de ce que j'avais à faire dans mon travail, le travail que j'occupais à ce moment-là. Et je suis revenu à mes premières passions. C'était quoi votre premier travail ? Ingénieur ferroviaire sur les projets Grand Paris, ligne TGV, etc. Et donc, vous avez repris une formation ? C'est ça, en 2017, j'ai décidé de faire un congé formation d'1 an pour repasser un CAP d'horlogerie au lycée Diderot à Paris. Ça fait quoi de repartir au lycée ? Eh ben, ça fait drôle. Vous aviez quel âge ? Les premières heures. J'avais 33 ans. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la famille, l'entourage ? Vous avez un métier, vous êtes ingénieur. On a l'impression qu'ingénieur, c'est la sécurité de l'emploi, ce sont des salaires confortables. Vous leur dites non, mais moi je vais retourner faire une formation, je vais dans un lycée, je veux faire des choses avec mes mains, je veux donner du sens. Est-ce qu'on dit allez, go, Julien, c'est génial, ou réfléchis quand même un peu, c'est de la folie? Un peu des deux, on m'a dit réfléchis un petit peu, mais mon épouse, elle était c'est elle qui m'a poussé à faire le CAP en fait. Elle m'a dit si tu le fais bien, donc tu te formes et tu essaies de voir si ça peut fonctionner, si tu en es capable. Et jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours été dans cette idée-là de me soutenir et d'être convaincue que ce que je fais, c'est ce qui est le mieux pour nous en fait. Et on va continuer d'en parler. Alexandre, ça fait combien de temps maintenant à la brosse? C'est pas 1822 hein? Non, je n'ai pas commencé en 1822. Ça fait 14 ans maintenant que j'ai repris la tête de cette entreprise. Voilà, c'était mon père qui avait cette boîte avant et j'ai racheté en fait la moitié de la boîte à son associé. Moi j'étais sur Paris, j'étais dans le domaine du marketing et de la communication, j'ai fait quelques années à Paris
Et tu as dit quelque chose avant qui était assez intéressant, tu as parlé de sens. Oui, et justement, dans le fait de revenir sur des choses un peu plus essentielles, le bois, la fibre, le métal, des matières, l'intelligence de la main, la manipulation, le savoir-faire, j'ai vraiment trouvé un sens dans ce domaine. Et mon background, mon parcours d'avant m'a permis de venir capitaliser sur cette tradition et amener un petit peu d'innovation. L'innovation sur des... Parce que c'est le label entreprise du patrimoine vivant, ça veut dire que quand c'est vivant, ça vit, ça évolue, on se réinvente, c'est dans la manière de fabriquer, c'est aussi sur le produit, elle est... mettre un peu plus de technologie. L'innovation, elle va être partout. Alors, dans la manière de communiquer, on peut innover. Dans la manière de fabriquer, effectivement, même si on fabrique encore des brosses manuellement, on va amener des process un peu plus techniques ou des machines qui vont nous aider un petit peu sur l'appréhension des fibres. Mais c'est surtout sur les fibres en elles-mêmes qu'on va avoir de l'innovation. Avec des fibres qui s'adaptent de plus en plus aux peintures actuelles ou à des utilisations très nouvelles, on va dire. L'artisanat, est-ce que c'est un secteur avec lequel on peut se développer, vivre bien aujourd'hui, on parle d'attractivité, ou au contraire c'est un saut dans le vide et c'est miser sur le temps, Julien? Là, je ne saurais pas donner une réponse précise sur le sujet. Pour moi, l'artisanat, c'est que ça reste, même si on ne le dirait pas dans le nom, c'est très contemporain. Il y a toujours eu des artisans, il y en a toujours. Il y a de l'artisanat, moi, ce que j'appelle un peu 2.0 aussi. Comme tu disais, on peut renouveler l'artisanat avec de l'innovation, mais qui ne change rien à l'esprit. Ce qui fait l'artisanat, c'est-à-dire faire quelque chose de concret de ses mains, le faire à l'unité ou en petite série et le faire dédié à un usage précis ou à un nombre de personnes restreint. Juste pour ces pinceaux, oui. Quand on parle d'artisanat, on a souvent l'impression que c'est inabordable, que c'est forcément plus cher, que c'est d'exception, que c'est du luxe. Pas que. Faut le dire. Pas que, effectivement. Les produits qu'on peut proposer sont très abordables puisqu'on est en direct avec le fabricant. Viens les voir, Anthony, tu peux même les toucher. N'hésite pas. Donc oui, on peut avoir des produits relativement abordables puisqu'on est en direct avec le fabricant. Et au niveau de l'utilisation, on va avoir vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que c'est vraiment le jour et la nuit entre une brosse à 1 euro ou 2 euros et ce qu'on va avoir, nous, ce qu'on va pouvoir proposer. Il y a une réelle différence dans le temps aussi. On parle beaucoup d'écologie, de développement durable, d'éco-responsabilité. D'éco-responsabilité. Mais voilà, nos produits vont répondre vraiment à l'ensemble de ces enjeux majeurs pour notre époque. C'est-à-dire que là, on va acheter de la qualité. On va acheter de la qualité. Mais ça va être aussi, j'imagine, une économie responsable, que le bois lui-même ne va pas venir de l'autre bout du monde, et donc on fait attention. La fibre, la virole, voilà, c'était tout ça. Voilà, c'est tout ça qui est pensé dans le process de fabrication. C'est un cercle vertueux. Aujourd'hui, qui sont les clients? Alors, au départ, nos clients sont les professionnels. Et en venant ici au MIFEXPO avec cette marque, la manufacture brosse et pinceau, on veut s'adresser maintenant aux particuliers. Puisque le particulier, de plus en plus, a besoin de qualité. Il n'est plus forcément dans une logique de prix à tout prix. Et beaucoup disent, on entend beaucoup que finalement ça coûte cher d'acheter pas cher. Ah, ça coûte trop cher. Et voilà. Arnaud Montebourg aurait dit acheter chinois, acheter 3 fois. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. Là où on achète, ça va durer et on peut faire sa peinture sans avoir les poils qui tombent ou qui collent sur le mur et il faut tout refaire après. C'est vérifié, il y a un gros contrôle qualité chez nous et on propose vraiment des brosses haut de gamme. Combien de collaborateurs? On est 17 personnes aujourd'hui chez RVN. C'est beau. Oui, 17 personnes. Ça veut dire aussi que quand on est artisan et qu'il y a une quinzaine de personnes qui sont des collaborateurs, des salariés, ça veut dire qu'on a une responsabilité territoriale, sociétale, de faire vivre derrière une dizaine de familles. Effectivement, et une influence aussi. Tu sais, on est en plein développement dans notre entreprise sur 2026. Et là, je suis en train de recruter 3 nouvelles brossières pour la fabrication manuelle. J'ai balancé une info sur LinkedIn et Instagram et Facebook. J'ai eu 200 candidatures. Je ne sais pas si tu te rends compte. Pour faire ce métier de brossière, il n'y a pas d'école, de formation et autres. C'est vraiment que ça intéresse quand même les gens, ce retour à la main, à l'intelligence de la main. C'est attractif et j'imagine, Julien, que c'est aussi quelque chose que vous avez pu voir. Je vous posais la question volontairement, naïvement et peut-être provoquant de dire ça fait quoi de retourner au lycée. C'est de voir que finalement, aujourd'hui, il y a une telle attractivité, une telle envie de redonner du sens et de faire des métiers qui vont finalement participer au bien-être personnel. J'imagine que sur les bancs de vos cours, il n'y avait pas que des tout jeunes lycéens à peine majeurs.
Non, j'étais dans un CAP avec beaucoup d'autres personnes qui faisaient la reconversion professionnelle. Donc le plus jeune devait avoir 20 et quelques, mais il y avait jusqu'à 50, ce qui n'est pas vieux, hein, mais 50 ou 52 ans. Et c'était très intéressant d'ailleurs ce mix générationnel parce que des gens étaient en reconversion, d'autres découvraient une passion, mais on était tous réunis autour d'un but simple qui était de faire quelque chose de nos mains, quelque chose qui nous plaise et qui a du sens à nos yeux. Du sens. Alors on va parler aussi des produits ensemble. Quelle est la particularité de ces produits ? Alors il y en a plusieurs. La première, c'est que contrairement aux marques de montres actuelles, je ne vends pas l'histoire de ma marque ou des icônes. Je cherche justement à raconter l'histoire des gens dans les montres pour vraiment qu'il y ait un lien émotionnel qui se crée entre le futur porteur ou la future porteuse de la montre et sa montre. Et c'est un objet qui est fait pour durer, qui va survivre le porteur de la montre, qui va se transmettre. Et c'est un peu la montre de grand-père 2.0, sauf que là, l'histoire, elle est vraiment inscrite dedans, elle est très visible. Comme sur les cartes de ville, ça va être la ville de la naissance, la ville où on s'est marié, etc. Là, on a Paris. Ici, il y a Paris. Là, vous avez la Tour Eiffel. Ça, c'est l'histoire plutôt avec un grand H, l'histoire commune. C'est pouvoir créer des pièces qui vont encapsuler temporellement des éléments du patrimoine commun. Ça, c'est la capsule temporelle qu'on porte. Exactement. Finalement au poignet. On a là le souvenir. Vous fabriquez où ? Vous êtes installé où aujourd'hui ? Je suis installé à Vernon, près de Giverny. On connaît très bien Vernon, c'est dans l'Eure. C'est ça, exactement. Très joli. Les mécanismes, tout cela, ça veut dire aussi que même sur l'approvisionnement, quand on est artisan français, même sur l'approvisionnement, on fait attention de regarder où on achète son mécanisme, où on achète les aiguilles. Oui, et c'est pas toujours possible de tout faire en France. La France, elle a un passé horloger très ancien, mais aussi qui a été un peu dévasté par certaines crises. Aujourd'hui, on peut avoir un certain nombre de choses qui viennent de France. Il y a des choses qui reviennent en France, notamment les mouvements. Et oui, j'y fais attention parce que dans l'idéal, ce serait d'avoir tout 100% fait en France, mais il faut être un petit peu patient pour ça. Mais on a des filières qui travaillent fort et je sais aussi que justement la filière de l'horlogerie travaille très très fort pour montrer tout ce qui se fait sur la relocalisation et relancer les filières et les pièces pour qu'on ait beaucoup de pièces qui soient relocalisées. On est en direct et donc on a le bonheur d'accueillir Isabelle Guillot, présidente de la CMA Savoie. Bonjour, merci d'être avec nous, Madame la Présidente. Bonjour, merci à vous de nous accueillir sur ce stand. Avec grand bonheur. Yannick Mazet, bonjour. Président de la CMA Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a presque un tour de France. On a l'Île-de-France, la Savoie, la PACA et les Ardennes juste à côté. Merci d'être avec nous. On parlait des savoir-faire des artisans qui sont là, présents sur ce village de l'artisanat précieux à la CMA, au salon du Made in France. Mais ça va être l'occasion aussi de rappeler que si tous ces artisans sont présents au salon du Made in France, c'est parce qu'il y a cette CMA, cette chambre des métiers et de l'artisanat présidée par Joël Fourny, qu'on embrasse et qu'on retrouvera ce soir au Grand Prix du Made in France. C'est que cette chambre, elle vient aussi pour animer, faire la lumière, pour défendre, porter haut les valeurs et les voix de nos artisans. C'est un point qui est vraiment très, très important et il faut le souligner. Justement, peut-être pour vous, Madame la Présidente, comment les CMA, elles accompagnent les artisans au quotidien ? C'est quoi ce rôle d'accompagnement ? Alors d'abord, si vous me permettez juste une précision. Bien sûr. Les élus de chambre de métier que nous sommes sont des artisans. Bien sûr. Je pense que c'est important de le dire aussi. Alors vous-même, quel est votre métier ? Alors, je pense qu'on ne peut pas le voir de l'extérieur, mais je suis boucher, charcutier, traiteur. Très bien. Pourquoi on ne pourrait pas le voir de l'extérieur ? J'ai pas le physique vraiment... Mais c'est ça qu'on montre au salon du Made in France. C'est qu'il faut casser les codes et qu'il n'y a pas de physique pour faire de l'artisanat. Il y a juste l'intelligence de la main. Donc vous me posiez la question, oui, comment la CMA accompagne les entreprises. On les accompagne d'abord, premier élément important, on est sur tous les territoires. Et ça, c'est vraiment la base, c'est la proximité pour nous, parce que nous sommes des entreprises de proximité, donc nous devons d'aller aussi sur tous les territoires pour accompagner les artisans. Alors qu'ils soient au stade de la création, reprise, mais aussi de la transmission ou du développement. Ça, c'est important de le souligner. C'est aussi un travail de valorisation pour attirer.
eh bien des nouvelles mains à rejoindre les artisans. Il y a une vraie problématique aussi autour de l'emploi, des métiers en tension. Il faut faire vivre nos savoir-faire. Parler du label EPV qui reconnaît que ce patrimoine est vivant, mais pour que ce patrimoine vive, il nous faut des nouveaux talents. Et c'est aussi ça que les chambres des métiers et de l'artisanat mettent en avant. Alors, juste de rappeler quand même que cette filière artisanale, quand on parle de l'artisanat, on dit toujours que l'artisanat est la première entreprise de France. Oui. C'est vrai. C'est 2 400 000. Ça, c'est énorme. Et là aussi, on a une préoccupation à CMA France, puisque avec Isabelle, moi de métier, bien sûr un métier de l'alimentaire, je suis artisan boulanger à l'Île-sur-la-Sorgue dans le... Je veux partir en vacances avec tous les deux, je serais heureux. Il n'y a pas un fromager qui traîne quelque part? Et c'est notre préoccupation d'aujourd'hui. On connaît aujourd'hui les déserts médicaux, on ne voudrait surtout pas connaître les déserts de la filière artisanale. Et là, on y travaille. On y travaille puisque on sait à aujourd'hui que 300 000 entreprises artisanales seront à reprendre dans les 10 ans à venir. C'est l'enjeu d'aujourd'hui de former, de bien former pour la reprise de ces entreprises. Et pour nous, CMA Formation, à aujourd'hui, CMA Formation, c'est 147 centres pour préparer justement l'avenir. L'avenir se prépare dès maintenant. Donc dans nos outils de formation, on forme plus de 200 000 bien sûr apprentis sur l'artisanat et on a 112 500 apprentis formés sur nos CMA formations. Ce qui veut dire aussi qu'on va se mettre avec l'air du temps, s'adapter. J'ai entendu parler même d'un CAP hybride. Ah oui, et en plus on est assez fiers puisque c'est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a eu cette idée de sortir ce CAP hybride en pâtisserie, puisqu'on a de plus en plus également un public en reconversion professionnelle qui viennent vers nous, ou des jeunes qui ont déjà un premier niveau de formation, qui veulent accélérer leur formation, et nous on a besoin aussi. Donc là c'est une formation qui se fait en 1 année. Voilà, pour justement... alors ils ont bien sûr plus de pratiques professionnelles en entreprise, ils ont également des temps où ils reviennent aussi en centre de formation, mais on est sur le volet métier, sur tout ce qui est la technologie et la pratique professionnelle. On est au salon du Made in France. Ici, tous les secteurs sont représentés. L'artisanat, les services juste à côté, les entrepreneurs, les industriels sont représentés. Pour rappeler aussi que finalement, le Made in France, c'est tous ensemble. C'est l'un qui va nourrir l'autre, parce que quand il y a une usine dans le village à côté, il y a une boulangerie, il y a un bar tabac, et que si l'usine ferme, c'est aussi ces commerces de proximité qui peuvent fermer. Et donc tout cela doit se faire main dans la main, qu'il y ait une véritable coopération. Et donc on a besoin, pour que nos villages vivent, d'avoir des artisans, bouchers, charcutiers, fromagers, boulangers, parce que derrière, s'il y a un petit commerce, il y aura peut-être des habitants. S'il y a des habitants, il y a une école. Rappelons que ces métiers, tous nos métiers de France, de l'industrie à l'artisanat, c'est ce qui fait vivre nos territoires, c'est ce qui fait qu'on peut être heureux et non pas enfermé. Important de rappeler qu'il y a effectivement des centres de formation, si on veut changer de voie, comme vous l'avez fait, mais comme vous l'avez fait vous aussi avec la reprise, ça c'est super important. Vous donniez ce chiffre impressionnant sur le nombre de points de commerce, de métiers qui vont demander de la reprise, mais c'est un des rôles aussi de la Chambre des métiers et d'artisanat, d'accompagner, de faire savoir, parce qu'il faut faire savoir. Déjà, moi demain, peut-être que je suis intéressé par une reprise, je ne sais pas ce qu'il y a à reprendre. Alors, si vous me permettez, je pense que si on est là, c'est aussi pour le faire savoir. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on communique beaucoup, parce qu'effectivement, on a une expertise et on entraîne les gens sur leurs projets, mais aussi de manière très cohérente. Donc pour ça, il faut aussi expliquer que la transmission, mon collègue le disait, 300 000 entreprises à reprendre d'ici 10 ans, ça veut dire 30 à 40 000 par an. C'est quand même énorme. Si vous faites le ratio sur les 365 jours, sans compter les dimanches et quoi que ce soit, c'est plus de 80 entreprises par jour à transmettre ou à reprendre. Vous voyez l'intérêt stratégique pour les territoires. Donc c'est vraiment pour nous un enjeu majeur. Et du coup, on adapte aussi nos produits par rapport à ça. On explique aussi qu'il faut se faire
évidemment accompagnés par la Chambre de métier parce qu'on a des compétences et une expertise reconnue. 95% des gens qui ont été accompagnés par la Chambre de métier sont très satisfaits. Et surtout, on met en avant le fait qu'une création est plus fragile qu'une reprise. Bien sûr. Parce qu'une reprise, elle peut paraître plus chère, sur le coup, effectivement. Pour autant, quand on regarde sur 5 ans, le taux de survie, il est entre 95 et 100% pour une reprise, 60% pour une création. Donc voilà, nous, on alerte aussi là-dessus. Et si vous me permettez, juste faire un lien, vous évoquiez tout à l'heure l'industrie, l'artisanat. Il y a des choses qui nous lient, au-delà du fait que nous, on maille les territoires. Nous avons des entreprises industrielles artisanales. Ça veut dire que nous avons des entreprises artisanales qui travaillent pour l'industrie en sous-traitance et elles sont, elles aussi, très importantes pour nos territoires. Et vous avez raison de le rappeler. La reprise, on va en parler ensemble, Alexandre, parce que ça fait partie de votre parcours. Tout à fait, oui. Vous faites la reprise, vous avez fait la reprise des parts donc, de l'associé de votre papa. Métier dans le marketing, vous êtes lancé dans l'artisanat, ça fait quoi, 12 ans, 13 ans, vous m'avez dit ? Ça fait 14 ans. 14 ans Maintenant, oui. Quel message vous pourriez passer à celles et ceux qui nous regardent et qui peut-être hésitent ? C'est quoi votre message personnel, Le message, c'est qu'il faut s'écouter et surtout, il ne faut pas être... j'ai envie de dire, il ne faut pas se faire des faux rêves. Parfois, on se crée aussi les rêves en fonction des opportunités. Et c'est vrai qu'au départ, je ne me destinais pas forcément à reprendre une brosserie, même à revenir dans les Ardennes. Et puis finalement, avec le temps, ça m'a permis de faire des rencontres exceptionnelles. J'étais à la grande exposition du Fabriqué en France l'année dernière à l'Elysée. Être présent avec une partie de ses équipes dans ce palais de la République, c'était quand même quelque chose. Ça m'a permis aussi de développer des partenariats assez incroyables avec le monde du luxe. Je pense à Hermès, je pense à l'OUEV qui appartient au groupe LVMH. Je pense à les ateliers décors de la Comédie Française aussi, des noms qui font un petit peu rêver. Et si on m'avait dit à l'époque, la brosserie te permettra d'accéder à tout ce monde-là, d'avoir un client prestigieux à New York qui est Pierre Finkelstein, qui est l'un des plus grands peintres décorateurs aujourd'hui au monde, qui refait les propriétés de Bill Gates pour ne nommer que lui, ou un salon ovale à la Maison Blanche. J'ai rencontré toutes ces personnes, j'ai voyagé, et ça grâce à ce métier de l'artisanat. Donc ces rêves, on peut se les créer finalement. On peut créer ses rêves et c'est tout un monde qui peut s'ouvrir grâce à l'artisanat. Et je rappelle que la grande exposition du Fabriqué en France se tiendra le week-end prochain. Pas ce week-end, là il faut venir au salon du Made in France. Mais les 15 et 16 novembre au Palais de l'Elysée. Et on y sera, bien évidemment. Même question si, Julien, vous deviez partager un conseil avec celles et ceux qui nous regardent et qui se disent « Moi, je ne suis pas super heureux là, dans mes bureaux à Issy-les-Moulineaux ou à La Défense et que je pense que je veux créer avec mes mains, je veux faire un autre métier qui a du sens. » Qu'est-ce que vous leur diriez, qui hésite ? Je dirais qu'il faut avoir le courage de ses envies, mais il faut aussi prendre le temps de réfléchir et de bien s'entourer. Et notamment s'entourer de la CMA, ça c'est sûr, parce que moi sans, j'aurais pas fait. Et s'entourer des bonnes personnes, aller à la rencontre des artisans ou des gens qui font des métiers similaires, aller voir même des potentiels futurs concurrents, essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais il ne faut pas en avoir peur, il faut prendre à bras le corps tout le sujet et pas abandonner à la première difficulté. Ne pas abandonner à la première difficulté. Yannick, monsieur le Président, est-ce que là, il y a peut-être des secteurs qui sont un peu plus en tension, qui recrutent plus que d'autres ? Alors, dans les métiers, puisque je suis d'un des métiers de l'alimentaire, bien sûr que les métiers de l'alimentaire recrutent aujourd'hui, ils sont en tension. La boulangerie, la boucherie, charcuterie. On a aussi les métiers du bâtiment. Donc tous ces métiers aujourd'hui ont besoin. Rien que au niveau de ma région, il y a plus de... Et là, dans les 5 à 10 ans à venir, c'est 25 000 créations d'entreprises. Et parce que quand on vous parle justement également de création d'emplois, quand on vous parle de ces 300 000 entreprises à reprendre, on s'aperçoit aussi que nos collaborateurs, nos salariés à nos côtés dans les entreprises ont à peu près le même âge que ces chefs d'entreprise. Donc là aussi, il faut préparer également cette relève. Mais quand on voit aujourd'hui ces produits uniques ici à nos côtés, c'est ça l'artisanat. C'est tout à fait ce que vous pouvez faire. Et je pense que c'est tous des métiers de passion. On a vraiment la passion en nous. La passion, la vie de nos territoires, la vie de nos pays
nos traditions et de finalement notre identité. On peut définir un pays à travers ses artisans. Et c'est ça aussi qu'on voulait montrer avec ce plateau. Merci à tous les 4 d'avoir partagé ce temps. On va retrouver votre président Joël Fourny ce soir, pour mon plus grand bonheur. Merci, bravo. Merci Anthony. Avec grand plaisir, bravo. Merci. Et les montres sont très belles. Allez visiter le village de l'artisanat, allez rencontrer des artisans. Touchez parce que ça prendra tout de suite une autre dimension. Merci. Merci. On se retrouve dans quelques instants. On est toujours en direct. C'est fait en France la télé par Origine France Garantie. À tout de suite.